Il y a 8 types d'hommes français qui plaisent vraiment aux Thaïlandaises. Pas les plus beaux, pas les plus riches, les bons types. Et si tu lis jusqu'à la fin, tu vas comprendre dans lequel tu te trouves et ce que ça change. Je m'appelle Stella. Et avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de vous dresser une liste. Je ne suis pas en train de vous noter. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie. L'histoire d'une femme que je connais, que j'aime profondément, et dont la vie m'a appris plus sur l'amour interculturel que n'importe quel livre ou documentaire. Cette femme s'appelle Mint. Elle a 31 ans. Elle est née à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, dans une famille qui tenait un petit restaurant au bout d'une ruelle ombragée de tamaris. Sa mère faisait le meilleur khao soi de tout le quartier, une soupe au curry jaune, avec des nouilles frites croustillantes qui fondaient dans la bouche. Son père réparait des motos et jouait de la guitare le soir sur le pas de la porte. Mint a grandi dans cette chaleur-là, la chaleur des repas partagés, du bruit des rues, des odeurs de citronnelle et de jasmin brûlé. Elle n'a jamais cherché un pharaon, elle n'a jamais ouvert une application de rencontre en se disant « Je veux un Français ». La vie en a décidé autrement, comme la vie décide toujours de tout quand on ne fait pas attention. Elle avait juste continué à vivre, à sourire aux gens qui passaient devant son comptoir, à apprendre des mots en anglais pour mieux aider les clients de l'hôtel, à rentrer à vélo le soir sous les frangipaniers, à appeler sa mère tous les 2 jours même quand elles habitaient à 20 minutes l'une de l'autre. La première fois que j'ai entendu parler de Mint, c'était par une amie commune, Nok, qui travaillait dans le même hôtel qu'elle à Chiang Mai. Mint était à la réception. Elle parlait un anglais impeccable, un sourire permanent, des mains qui se joignaient instinctivement en un why dès que quelqu'un la regardait dans les yeux. Nok me disait « Cette fille, elle fait attention à tout le monde sauf à elle-même ». C'est une phrase qui m'est restée, parce que souvent, les gens les plus attentionnés aux autres sont aussi les plus vulnérables à ceux qui ne le sont pas. Mint a eu beaucoup d'expérience avec des pharaons au fil des années. Des hommes de passage, des touristes, des expatriés, des hommes qui restaient quelques semaines et repartaient avec leurs valises et leurs promesses de revenir. Et puis d'autres, qui méritaient mieux que d'être rangés dans cette catégorie vague des étrangers de passage. Les Français, en particulier, ont occupé une place singulière dans sa vie. Pas tous pour les mêmes raisons, et pas tous pour les bonnes raisons, au début. Voilà ce que j'ai appris en écoutant Mint me raconter son histoire, un soir après l'autre, sur sa terrasse à Chiang Mai, avec du thé au jasmin et le son des grillons dans le jardin. Voilà ce que j'ai compris sur les hommes qui plaisent vraiment aux Thaïlandaises, pas en théorie, pas en statistique, mais en pratique, dans la vraie vie, avec ses silences gênants, ses malentendus culturels, ses moments de grâce inattendus et ses matins compliqués après des soirs qui avaient pourtant bien commencé. Le premier homme dont Mint m'a parlé s'appelait Julien. Il avait 35 ans, il venait de Lyon, et il était arrivé à Chiang Mai pour un séjour de 3 semaines dans le cadre d'un programme de bénévolat dans une école de village. Il était professeur de mathématiques dans sa vie normale. Un homme ordinaire, en apparence. Ni particulièrement beau, ni particulièrement drôle dans le sens où on entend ce mot en France, ni particulièrement riche. Des vêtements simples, des lunettes légèrement rayées, une façon de marcher sans hâte excessive. Ce qui frappait chez Julien, me racontait Mint, c'était une chose si simple qu'on pouvait presque passer à côté si on n'y faisait pas attention. Il était calme. Pas le calme faux des hommes qui retiennent quelque chose. Pas le calme de l'indifférence ou de l'ennui camouflé derrière une façade décontractée. Un calme intérieur, profond, naturel, comme quelqu'un qui avait fait la paix avec lui-même sans même s'en rendre compte. Un calme qui ne vacillait pas quand les choses allaient de travers. Un calme que les Thaïlandais nomment d'une expression que j'aime beaucoup, une expression qui dit tout en 2 mots, Jay Yen Yen. Littéralement, cœur frais. Un cœur qui ne s'emballe pas, qui ne réagit pas à chaud, qui laisse les choses se poser avant de répondre, qui ne transforme pas chaque friction en incendie. Mint m'a raconté une scène qui résume tout. Un soir, elle avait commis une erreur à la réception. Elle avait mal attribué une chambre, et le client concerné, un homme d'affaires allemand qui avait eu une longue journée de voyage et qui avait commandé à l'avance une chambre non-fumeur au 3e étage, se retrouvait avec une chambre fumeur au rez-de-chaussée, donnant sur le parking. Il s'était mis à élever la voix dans le hall. Pas hystériquement, mais suffisamment pour que toute l'équipe se fige. Le directeur avait les épaules remontées jusqu'aux oreilles. Le réceptionniste de nuit cherchait ses mots. Mint avait le souffle court, les joues brûlantes de honte, ce sentiment terrible de vouloir disparaître dans le sol en marbre poli. Julien,
qui attendait dans le canapé du lobby avec un roman de poche, avait simplement levé les yeux de son livre. Il n'avait pas bondi. Il n'avait pas joué au sauveur en se mêlant de ce qui ne le regardait pas. Il n'avait pas eu de réaction d'impatience face à la scène, ni de soupir audible, ni de ce regard condescendant que certains hommes ont quand la situation dans un pays étranger ne correspond pas à leurs attentes. Il avait attendu, tranquillement, comme si le monde avait encore 5 minutes devant lui. Quand la situation s'était réglée et que Mint était venu lui remettre sa clé, les mains encore légèrement tremblantes, le sourire professionnel crispé d'une façon presque imperceptible, Julien avait simplement dit, en rangeant son livre dans sa poche, « Ça arrive à tout le monde. » Vous avez bien géré. Et il était parti vers l'ascenseur d'un pas tranquille. Ce n'est rien, ça. Ce n'est rien du tout, objectivement. Mais Mint m'a dit que cette phrase, prononcée sans effort, sans chercher à en faire trop, sans attendre quoi que ce soit en retour, l'avait complètement désarmé. Parce que les hommes anxieux, les hommes à l'ego gonflé qui se sentent personnellement offensés quand un hôtel fait une erreur, les hommes qui transforment chaque petit drame en catastrophe existentielle, elle en avait croisé beaucoup. Des hommes qui lui avaient transmis leur stress sans même s'en apercevoir. Des hommes dont la présence créait de la tension plutôt que de la détendre. Et ce jai-yen-yen naturel, chez Julien, elle n'en revenait pas. Pas parce que c'était exceptionnel en soi, mais parce que c'était si rare. Ils se sont revus plusieurs fois pendant son séjour. Julien avait pris l'habitude de passer à la réception en fin d'après-midi, juste avant d'aller manger. Au début, c'était des questions pratiques. Où trouver tel marché? Comment prendre le Songfao? Est-ce qu'il y avait une pharmacie proche? Puis, c'était devenu autre chose, sans que ni l'un ni l'autre l'aient décidé. Ils allaient manger dans des gargotes de rue, tard le soir, quand le marché nocturne commençait à se vider et que les vendeurs pliaient leurs étals. Julien ne choisissait jamais le restaurant. « Toi, tu sais », disait-il simplement. Et ce n'était pas de la paresse, ce n'était pas le man-enfant qui refuse de prendre des décisions. C'était une confiance. Une façon de dire « Ton monde vaut plus que ce que j'en imagine, et je préfère le laisser me surprendre. » Un soir, elle l'avait emmené manger dans un endroit qu'elle aimait depuis l'enfance. Un petit boui-boui, tenu par une vieille dame, qui faisait une soupe au canard que personne ne connaissait dans les guides de voyage. Julien avait mangé en silence pendant 2 minutes, puis il avait levé les yeux et dit « C'est peut-être la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. » Pas en exagérant, pour lui faire plaisir. En le pensant vraiment, avec dans les yeux cet étonnement sincère de quelqu'un à qui la réalité vient de dépasser les attentes. Mint avait pensé « Voilà un homme qui est capable de recevoir. » Ce n'est pas une qualité qu'on mentionne souvent. On parle beaucoup de ce que les hommes donnent, de ce qu'ils offrent, de ce qu'ils font. On parle rarement de leur capacité à recevoir, à accepter ce que l'autre propose, à s'en nourrir vraiment, à laisser la générosité de l'autre les atteindre. Et cette capacité-là, chez Julien, était intimement liée à son calme, parce qu'un homme en paix avec lui-même n'a pas besoin de tout contrôler. Il peut se laisser mener, il peut se laisser surprendre, et dans ce lâcher-prise, l'autre se sent libre. La deuxième fois que j'ai entendu Mint parler d'un homme avec quelque chose de particulier dans la voix, c'était à propos d'un homme qui s'appelait Marc. Marc était architecte, il venait de Bordeaux, et il était passé par Chiang Mai en faisant un tour du monde solitaire à l'occasion de ses 40 ans. Il était arrivé à l'hôtel avec un grand sac à dos usé aux coutures, des chaussures de marche qui avaient visiblement vu plusieurs continents, et une curiosité que Mint décrivait comme presque gênante, tellement elle était sincère et constante. Marc demandait des questions, des vraies questions. Pas les questions du touriste distrait qui cherche à remplir le silence ou à paraître cultivé, des questions qui prouvaient qu'il avait écouté la réponse précédente, qu'il l'avait traitée et qu'il voulait aller plus loin. Il demandait à Mint ce que voulait dire tel mot thaï qu'il avait lu sur un panneau de rue. Il demandait ce qu'elle préférait manger le matin, le jok, la soupe de riz ou quelque chose d'autre. Il demandait si sa famille habitait encore ici, si son père jouait encore de la guitare, si le restaurant de sa mère existait toujours, combien de personnes venaient chaque soir. Il voulait savoir comment fonctionnait le système de croyance autour des esprits gardiens, les filles, les sanctuaires miniatures qu'on voit au coin des bâtiments, les offrandes de fleurs et d'eau et de figurines. Il voulait comprendre pourquoi les Thaïlandais portaient des amulettes autour du cou et si elles avaient toutes la même signification ou si chacune en avait une différente. Il demandait à Mint ce qu'elle pensait de tout ça, si elle y croyait vraiment ou si c'était une tradition culturelle qu'on perpétue sans trop se poser de questions. Et il écoutait, vraiment écoutait. Pas en attendant de parler à son tour,
pas en formulant déjà sa prochaine question pendant qu'elle répondait à la précédente, mais en absorbant, en laissant les mots faire leur chemin, en posant ensuite une question supplémentaire qui montrait qu'il avait compris et qu'il voulait plus. Parfois, il sortait un petit carnet à couverture noire et notait un mot, une expression, quelque chose qui lui semblait précieux et qu'il ne voulait pas perdre. Un après-midi, Mint lui avait proposé de l'emmener chez sa mère, au restaurant de la ruelle aux Tamaris. C'était quelque chose qu'elle ne faisait pas souvent avec des clients de l'hôtel, mais Marc lui avait demandé si le restaurant existait encore avec tellement d'intérêt genuin, tellement d'envie réelle d'y aller, qu'elle avait dit oui avant de réfléchir. Marc avait mangé le caossois de la mère, avec les yeux légèrement brillants, pas de larmes de douleur, de plaisir, de cet émerveillement particulier que provoquent les nourritures qui arrivent directement aux émotions. Il avait dit à la mère de Mint, en un taille approximatif, mais sincèrement prononcé, Aroimac. Délicieux. La mère avait souri de toutes ses dents, ce sourire large et total que les mères thaï réservent à ceux qui font honneur à leur cuisine, et avait rempli le bol de Marc une deuxième fois sans lui demander son avis, comme si c'était une évidence. Marc est revenu 3 fois dans la semaine. La troisième fois, la mère de Mint, qui avait remarqué qu'il regardait ses gestes avec concentration, lui avait fait signe de venir dans la cuisine. Elle lui avait montré comment préparer le curry de base, comment faire revenir les pâtes dans l'huile de palme, comment équilibrer la douceur du lait de coco avec l'acidité du citron vert. Marc avait suivi les instructions avec la concentration d'un apprenti qui comprend qu'il est en train de recevoir quelque chose d'important, un pharaon dans la cuisine de sa mère. Mint ne se rappelait pas que cela soit jamais arrivé. Ce que Mint appréciait chez Marc, au-delà de l'évidence de sa curiosité, c'était quelque chose qu'elle m'a mis du temps à formuler clairement. Elle a fini par dire « Il m'a fait sentir que ma culture était intéressante. Pas exotique, intéressante. » La nuance est énorme, et je vais y revenir plus longuement dans un moment, mais retenez pour l'instant cette distinction. Intéressant, c'est quelque chose qu'on veut comprendre. Exotique, c'est quelque chose qu'on veut regarder de loin, comme derrière une vitre. Marc était parti au bout d'une semaine, direction le Laos, puis le Vietnam, puis le Cambodge. Il avait envoyé à Mint des photos de ses carnets, des mots thaï annotés en français, des croquis des temples de Chiang Mai, une page entière consacrée à la recette du caossois de sa mère. Elle m'avait montré ces photos un soir. Elle les avait gardées. Si mes vidéos vous plaisent, prenez 5 secondes et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Entre Marc et le prochain homme dont Mint m'a parlé, il y a eu une période de vide. Pas un vide douloureux, plutôt un espace de respiration. Des mois sans personne de marquant, des hommes qui passaient, qui souriaient, qui promettaient des retours et n'envoyaient plus de messages au bout d'une semaine, des conversations qui finissaient quand l'avion décollait. Mike ne s'en plaignait pas. Elle avait ce que les Thaïlandais appellent le Mae Pen Rai, une philosophie douce et profonde qui dit que les choses ont leur cours naturel, qu'on ne force pas, qu'on ne s'accroche pas inutilement. Littéralement, ça ne fait rien. Ce n'est pas de la résignation passive. C'est une sagesse active qui permet de ne pas se consumer dans l'attente, de ne pas transformer chaque absence en tragédie personnelle. Et puis il y a eu Thierry. Thierry venait de Paris, mais il n'avait rien du cliché du Parisien pressé, qui marche vite et pense que son agenda est plus urgent que celui des autres. Il avait 42 ans, il travaillait dans la comptabilité pour une entreprise internationale et il avait emménagé à Chiang Mai pour 1 an, dans le cadre d'un projet de sa boîte qui nécessitait une présence locale. Il avait loué un appartement dans le quartier Niman, meublé sobrement, avec des plantes sur le balcon et une bibliothèque qui prenait tout un mur. Ce qui le distinguait des autres, dès le début, c'était une qualité difficile à nommer, parce qu'on n'y pense pas souvent comme à une qualité, sa patience. Sa patience totale, non performée, non calculée. Mint et lui se sont rencontrés dans un café qu'ils fréquentaient tous les deux indépendamment. Un endroit calme, avec du café de spécialité et des vieux fauteuils. Elle lisait un roman, il lisait. Ils ont échangé quelques mots sur le livre qu'elle tenait en main, un roman de Sané Sangsuk, un auteur thaï que Thierry ne connaissait pas, mais dont le nom l'avait intrigué parce qu'il était écrit en thaï sur la couverture et qu'il y avait quelque chose dans la composition de la couverture qui lui avait plu. Ils avaient parlé 20 minutes ce jour-là. La semaine suivante, ils se sont retrouvés dans le même café, par hasard. Encore 20 minutes, puis 30, puis 1 heure, puis 2. Thierry ne cherchait pas à accélérer quoi que ce soit. Il n'envoyait pas 10 messages par jour.
Il ne demandait pas à se voir tous les soirs avec cette frénésie anxieuse de certains hommes qui ont peur que si on ne se voit pas assez vite et assez souvent, quelque chose va s'éteindre. Il laissait les choses respirer. Il y avait entre eux une temporalité qui était douce, qui n'exigeait rien. Un soir, Mint m'avait raconté une conversation qu'elle avait eue avec lui au bout de 3 semaines de ses rencontres de café. Elle lui avait dit, prudemment, comme on teste quelque chose, qu'elle aimait prendre le temps de connaître quelqu'un avant de faire quoi que ce soit d'autre. Thierry avait répondu, c'est normal, moi aussi, et il n'avait rien ajouté. Il n'avait pas dit, mais combien de temps encore, ni, je comprends, mais peut-être qu'on pourrait. Il avait juste acquiescé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour Mint, qui avait grandi dans une culture où le krengjai, cette attention constante à ne pas peser sur l'autre, à ne pas déranger, à ne pas forcer, était une valeur fondamentale transmise depuis l'enfance, cet homme qui ne poussait pas, qui attendait sans être distant, qui était là sans être envahissant, qui donnait de l'espace sans pour autant disparaître, c'était une révélation. Parce que beaucoup d'hommes confondaient la patience avec l'indifférence. Ils pensaient que si on n'insistait pas, on montrait qu'on s'en fichait. Thierry, lui, montrait qu'il était là par la régularité tranquille de sa présence. Le même café le jeudi, le même message le samedi pour demander si elle avait passé une bonne semaine, la même disponibilité sans pression. Je me rappelle que Mint m'avait dit une chose très précise sur Thierry. Il n'a jamais essayé de me faire aller plus vite que je ne voulais. Et ce n'était pas parce qu'il s'en foutait, c'était parce qu'il respectait mon rythme. Cette phrase-là dit beaucoup. Beaucoup sur Thierry, et beaucoup sur ce que les hommes impatients ne comprennent pas quand ils s'étonnent que ça ne marche pas, quand ils se disent « j'ai tout fait bien », sans comprendre que forcer le rythme de l'autre, même avec de bonnes intentions, c'est une forme de violence douce qui ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre. Ils ont fini par sortir ensemble, pendant presque 8 mois. 8 mois calmes, stables, pleins de petits rituels, qui ne semblaient rien de l'extérieur, mais qui constituaient en réalité la substance de quelque chose de solide, le café du dimanche matin dans le jardin de l'appartement de Thierry, les marchés du samedi où ils achetaient des fruits qu'ils mangeaient en marchant, les films sous-titrés le soir sur son ordinateur portable avec une couverture en coton et des noix de cajou épicées. Thierry avait appris à cuisiner 2 plats thaï. Il n'était pas doué, ses sauces manquaient de précision, ses dosages étaient un peu approximatifs, et il avait une fois mis trop de piment dans un plat que même les Thaïlandais les plus habitués auraient trouvé excessif. Mais il essayait avec sérieux et humour, et son humour dans la cuisine valait autant que le résultat. La mère de Mint le trouvait sérieux comme il faut. En Thaïlande, c'est un compliment qui pèse lourd. Quand le contrat de Thierry à Chiang Mai s'est terminé et qu'il a dû rentrer à Paris, c'est Mint qui avait les yeux brillants à l'aéroport. Thierry avait dit « Je reviens, dans 6 mois. Donne-moi le temps de tout organiser. » Il est revenu. Pas dans 6 mois, dans 8. La vie avait ralenti ses plans, mais il était revenu. Et Mint avait dit à Nock, en me le racontant ensuite, « C'est ça, la vraie patience. Pas se précipiter, mais ne pas abandonner non plus. Revenir même quand c'est difficile. » Il y avait un autre homme dans la vie de Mint dont l'histoire est plus solide, plus ancrée dans la durée, et peut-être la plus instructive de toutes pour comprendre ce que cherchent réellement les femmes qui ont grandi avec des valeurs de stabilité. Il s'appelait Fabrice. Il avait 47 ans. Il était chef de projet dans une ONG internationale et il vivait en Thaïlande depuis 4 ans quand Mint l'a rencontré lors d'une réunion de quartier organisée par l'Association culturelle franco-thaï de Chiang Mai. Un homme solide, pas spectaculaire, avec des épaules larges, des mains qui donnaient l'impression qu'il savait réparer les choses, et une façon de s'asseoir dans une chaise qui disait qu'il n'était pas pressé d'en partir. Il avait un appartement propre et bien rangé, une voiture fiable avec peu de kilomètres, un emploi stable avec des horaires prévisibles. Pas riche au sens clinquant du terme, il ne conduisait pas une voiture de luxe et ne portait pas de montre à plusieurs milliers d'euros. Mais stable, prévisible dans le bon sens du mot, solide comme un bâtiment bien construit. Mint m'a dit quelque chose que j'ai noté mot pour mot dans mon téléphone ce soir-là, parce que ça m'a frappé dans sa précision. Avec Fabrice, je savais à quoi m'attendre. Je savais qu'il allait rappeler quand il disait qu'il allait rappeler. Je savais qu'il était là où il disait être. Je savais que si on faisait un projet ensemble, un dîner chez des amis, un week-end à Pai, la visite d'un temple, il se ferait. Sans 10 SMS d'annulation de dernière minute, sans « désolé j'ai oublié », sans excuses vagues. Cette prévisibilité-là, que beaucoup d'Occidentaux associent à l'ennui, au confort fade, à ce qu'on appelle parfois
le piège de la routine, était pour Mint une forme de luxe. Un luxe rare que peu d'hommes offraient sans même comprendre à quel point c'était précieux. Elle m'avait expliqué pourquoi. Dans sa vie, elle avait connu des hommes imprévisibles. Des hommes qui changeaient d'humeur comme le ciel de la saison des pluies, clair le matin, orageux l'après-midi, sans transition annoncée. Des hommes qui disaient oui le matin et non le soir sans explication. Des hommes qu'on ne pouvait pas inclure dans les plans parce qu'on ne savait jamais s'ils allaient tenir parole, et qu'il valait mieux ne pas compter sur eux pour éviter la déception. Et cette incertitude permanente, pour quelqu'un comme Mint, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui portait les autres avec soin, quelqu'un qui planifiait les choses en avance parce que ça lui permettait de ne pas s'inquiéter, cette incertitude était épuisante, épuisante dans les os. Fabrice n'était pas le plus romantique des hommes. Il n'apportait pas de fleurs sans raison. Il ne disait pas les belles choses au bon moment avec la précision d'un poète. Il oubliait parfois les anniversaires, pas le sien, ceux des gens qu'il aimait, ce qui est une forme d'étourderie affectueuse qu'on peut pardonner à quelqu'un qui compense par d'autres qualités. Mais il était là, il était fiable. Et la fiabilité, ça ne se remplace par aucun grand geste romantique, parce que les grands gestes romantiques, ce sont des pics d'émotion. La fiabilité, c'est le fond, et ce qu'on habite au quotidien, c'est le fond, pas les pics. Ils ont été ensemble pendant 2 ans. La mère de Mint l'aimait beaucoup. Elle disait qu'il avait les pieds sur terre, ce qui en thaïlandais sonne comme un compliment qu'on donne rarement et qu'on n'offre qu'à ceux qui le méritent vraiment. Son père lui avait joué quelques accords de guitare un soir à la ruelle au Tamari, et Fabrice avait écouté avec ce type d'attention concentrée qu'on donne à quelque chose d'important. Le père de Mint avait dit à sa femme le lendemain matin « Ce Pharaon a de bonnes oreilles », ce qui, venant de lui, voulait dire beaucoup. Je dois vous parler d'un moment qui a failli tout gâcher dans la vie sentimentale de Mint. Pas avec Fabrice, avant lui, parce que c'est important pour comprendre la distinction qui suit, et parce que Mint elle-même m'en a parlé comme d'un moment charnière. Environ 1 an avant Fabrice, Mint avait rencontré un homme que je vais appeler Sébastien. Un Français de 32 ans, beau dans le sens conventionnel du terme, jawline bien dessinée, corps soigné, yeux clairs, drôle, charmant comme seuls certains Français savent l'être avec cette légèreté de façade qui peut faire croire à une profondeur qu'il n'y a pas toujours derrière. Sébastien était en vacances. 2 semaines à Chiang Mai, puis Koh Samui, puis peut-être le Vietnam. Tout était possible, rien n'était sûr, et dans cet espace du peut-être, il vivait avec beaucoup de confort. Au bout de quelques jours passés en sa compagnie, Mint avait commencé à remarquer quelque chose qui la mettait mal à l'aise sans qu'elle puisse l'articuler clairement au début. Sébastien prenait beaucoup de photos. Des photos d'elle dans les temples, des photos d'elle dans les marchés, des photos d'elle tenant un plateau de fruits dans un geste qu'il trouvait magnifique et tellement thaï. Il utilisait des expressions comme « les femmes thaïs sont tellement », en laissant la phrase en suspens, avec un sourire sous-entendu. Il commentait sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, en disant que c'était « tellement différente de chez nous », dans le bon sens. Il racontait à ses amis via les réseaux sociaux qu'il vivait une expérience authentique avec les locaux. Mint ne voyait pas Mint, il voyait une Thaïlandaise. Et Mint m'a dit une phrase que je veux que vous entendiez vraiment, pas seulement dans votre tête mais dans votre corps. Je sentais que j'étais une option exotique, pas une personne. Je veux que vous mesuriez le poids de cette phrase. Être traitée comme une option exotique, c'est être réduite à une catégorie, c'est ne pas être vue, c'est exister dans le regard de l'autre comme une représentante d'un type, la thaïlandaise, avec tout ce que ce mot peut convoquer d'images préconçues, de fantasmes de voyage, de clichés doux et dangereux, et non comme Mint, 31 ans, fille d'un mécanicien guitariste et d'une cuisinière extraordinaire, qui lit des romans thaïs dans des cafés le dimanche matin, et qui pleure au film de Hayao Miyazaki, et qui a peur des araignées, et qui fait une crise d'anxiété quand elle doit parler à une foule, et qui a une cicatrice sur le genou gauche d'une chute à vélo quand elle avait 7 ans. Sébastien ne voyait pas tout ça. Il ne voulait pas le voir. Il voulait une image. Et Mint, sans qu'il le dise explicitement, était mise en scène dans cette image. Quand il est parti après 2 semaines, direction Koh Samui, comme prévu, il a envoyé 2 messages depuis là-bas. Puis, plus rien. Ce qu'il avait laissé derrière lui, c'était une Mint un peu plus méfiante, un peu plus consciente de ce signal particulier, discret mais réel, qui se glisse dans la façon dont un homme parle de vous plus que dans ce qu'il dit directement. Et à partir de là, elle avait développé une sensibilité presque infaillible pour distinguer les hommes qui la voyaient vraiment
de ceux qui consommaient l'image qu'ils avaient construite d'elle. C'est pour ça que, quand elle a rencontré Nicolas, la différence a été immédiate et physiquement perceptible. Nicolas avait 38 ans. Il était musicien, guitariste, il jouait dans différents genres selon le contexte et avait une façon de parler de la musique comme d'un langage universel qu'il ne s'était jamais posé la question de traduire. Il venait de Montpellier. Il vivait à Chiang Mai depuis 2 ans quand Mint l'a rencontré. Parce qu'il aimait la ville, il aimait l'énergie du nord de la Thaïlande et il aimait le fait qu'on pouvait vivre bien sans vivre vite. Il jouait de la guitare dans un petit bar le jeudi soir, un endroit avec un éclairage jaune légèrement jauni, des tables en bois bancal, qui sentaient la bière froide et la citronnelle grillée, et quelque chose d'indéfinissable qui ressemble au confort. Mint était venu un jeudi soir avec des amis qui voulaient sortir. Ce qui m'a le plus frappé dans ce que Mint racontait sur Nicolas, ce n'était pas sa musique, même si elle disait qu'il jouait bien, avec cette qualité des musiciens qui savent écouter autant que jouer. C'était sa façon de rire. Il avait un rire qui ne demandait pas la permission. Un rire large, sincère, qui prenait toute la place dans une pièce, sans pour autant écraser qui que ce soit. Au contraire, un rire qui invitait les autres à rejoindre quelque chose de bon. Les Thaïlandais ont un mot pour ça. Un mot qui n'a pas vraiment d'équivalent parfait en français. Ce mot, c'est Sanook. Le plaisir pur, la joie de l'instant, la capacité à être là dans le présent, sans se demander si c'est bien, si c'est correct, si ça fait bonne impression, si on va le regretter demain. Le Sanook, c'est la légèreté élevée au rang de philosophie de vie, et Nicolas l'avait naturellement, sans même savoir que ce concept existait dans la culture du pays où il vivait. Ce premier soir au bar, avant même de monter sur scène, il était venu à leur table pour saluer une connaissance. Quelqu'un avait commandé un plat et lui avait dit le nom en thaï. Nicolas avait répété le nom avec une intonation complètement fausse, les tons du thaï étant ce qu'ils sont, il avait dit quelque chose qui voulait probablement dire autre chose de légèrement absurde. Toute la table avait ri. Lui le premier, sans gêne, sans cette défensivité que certains hommes ont quand ils commettent une erreur dans un contexte étranger et qui transforment leur maladresse en moment de tension. Nicolas avait ri de lui-même avec la même générosité qu'il riait de tout le reste. Mint avait ri aussi, et elle m'a dit, c'était un rire différent. Un rire qui m'avait détenu quelque chose dans la poitrine. Ils sont sortis plusieurs fois dans les semaines suivantes. Nicolas proposait des choses imprévues sans chercher à impressionner. Aller voir le lever du soleil sur Doi Suthep à 5 heures du matin avec des thermos de café. On dort après, disait-il avec son sourire. Manger des insectes grillés au marché nocturne juste pour voir, et Mint avait été plus courageuse que lui, et il avait ri d'être surpassé. Jouer aux fléchettes dans un bar miteux de la vieille ville, contre des locaux qui les avaient écrasés, et Nicolas avait offert une tournée à tout le monde en guise de capitulation joyeuse. Il n'avait pas besoin que tout soit parfait pour passer un bon moment. Il n'avait pas besoin d'un restaurant gastronomique pour que le dîner soit mémorable. Il n'avait pas besoin d'un plan minutieusement organisé pour que la soirée soit belle. Il avait juste besoin d'être là, dans l'instant, avec quelqu'un qui l'appréciait, et le reste suivait. Le Sanook, ça ne se force pas. Ça rayonne naturellement à partir d'un homme qui a fait la paix avec l'imperfection. Mint m'avait dit, avec lui, j'étais détendue. Je ne m'inquiétais pas de ce qu'il pensait, de si j'avais bien fait, de si la soirée se passait comme il voulait. C'était Sanook, vraiment Sanook. Et dans sa voix, quand elle prononçait ce mot-là, il y avait quelque chose de rare, la légèreté de quelqu'un qui n'avait pas eu à surveiller ses mots, à mesurer ses réactions, à gérer l'humeur de l'autre. Mais la légèreté seule ne suffit pas, Mint le savait. Et c'est là qu'intervient quelque chose de plus subtil, de plus difficile à saisir pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec cette valeur, mais qui peut-être compte plus que tout le reste dans la durée. Il y a un concept en thaï qui s'appelle le bun kun. C'est souvent traduit par la dette de gratitude ou le souvenir de la bonté reçue. Mais cette traduction est trop froide, trop calculée, trop juridique pour ce que ce mot contient vraiment. Le bun kun, c'est la mémoire du cœur. C'est le fait de ne pas oublier ce que quelqu'un a fait pour vous, pas comme une comptabilité, pas comme une liste de dettes à rembourser, mais comme quelque chose qu'on porte en soi avec soin. C'est reconnaître, sans forcément le dire avec des grands mots, que l'autre a fait quelque chose pour vous, que ça a compté, que vous n'êtes pas indifférent à ce don. En Thaïlande, le bun kun est une valeur centrale dans les relations humaines, entre parents et enfants, entre amis, entre amoureux. Un homme qui oublie ce que la femme fait pour lui, qui prend ses soins pour acquis,
qui ne reconnaît jamais sa générosité, cet homme perd quelque chose d'essentiel aux yeux d'une Thaïlandaise. Pas par calcul, par une blessure profonde qui dit « Je n'existe pas dans ce que je fais ». Olivier avait le Bun Kun. Mint en était certaine dès les premières semaines. Olivier avait 40 ans, il venait de Strasbourg, et il était arrivé en Thaïlande pour une raison triste. Il sortait d'un divorce difficile après 12 ans de mariage et avait besoin de reconstruire quelque chose. Pas nécessairement quelque chose de neuf, mais quelque chose de réel. Il n'était pas en recherche active d'une relation. Il apprenait le thaï avec un professeur privé 2 fois par semaine. Il faisait du bénévolat dans un temple les week-ends, pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'il aimait l'atmosphère et que ça l'ancrait. Il cuisinait pour lui-même et invitait parfois des amis pour des dîners simples. Il avait rencontré Mint lors d'une fête d'anniversaire commune, l'anniversaire d'une amie de Noc qui connaissait Mint depuis l'école. Ils avaient parlé longtemps ce soir-là, assis sur des chaises en plastique dans le jardin, avec de la musique trop forte en arrière-plan et des bougies qui fondaient dans la chaleur du soir. Pas de grand amour au premier regard, juste une conversation qui allait quelque part, qui ne cherchait pas à arriver nulle part en particulier mais qui avançait avec une direction naturelle. Mint m'a raconté un moment particulier qui avait eu lieu environ 3 semaines après leur rencontre. Un soir, elle était fatiguée. Pas fatiguée au sens physique du terme, mais cette fatigue thaï profonde, qu'on appelle parfois Nehala, quand le corps et l'esprit s'effondrent ensemble après des semaines de tension accumulée. Elle travaillait depuis 10 jours consécutifs, sa mère avait eu une petite douleur au dos qui l'avait inquiétée, et il y avait eu une dispute avec sa sœur à propos d'une histoire familiale ancienne qui avait ressurgi au mauvais moment. Elle lui avait envoyé un message tard, presque par accident, dans un moment de fatigue où les filtres lâchent. « Je suis épuisée ce soir, désolée. » Elle n'attendait rien. Elle n'exprimait pas une demande. Elle exprimait juste quelque chose, comme on laisse échapper un soupir. Olivier avait répondu 5 minutes plus tard. « Je passe dans 20 minutes avec du khao tom. » Le khao tom, c'est la bouillie de riz blanche et chaude et réconfortante que les mères thaï font quand un enfant est malade ou triste. Un plat qui ne cherche pas à impressionner, qui ne cherche qu'à réchauffer. Le fait qu'il sache ce que c'était, le fait qu'il en ait appris la recette, le fait qu'il soit venu sans qu'on le lui demande, avec les bons ingrédients, à l'heure qu'il avait dite, ça l'avait traversé. Et ce n'était pas une exception chez lui. Olivier se rappelait. Il se rappelait que la mère de Mint avait une douleur récurrente au dos, et il demandait des nouvelles 2 jours après qu'elle les mentionnait en passant, pas parce qu'il cherchait à montrer qu'il écoutait, mais parce qu'il avait vraiment écouté et que les informations importantes restaient. Il se rappelait qu'elle n'aimait pas le poivre noir et commandait toujours sans, 1 fois, 2 fois, et puis systématiquement. Il se rappelait les détails parce qu'il les avait stockés quelque part, dans une partie de lui-même, où les choses qui comptent ne s'effacent pas facilement. Un après-midi, Mint lui avait dit en passant qu'elle aimait les pâtisseries aux amandes, mais qu'elle n'en mangeait jamais, parce qu'il n'y avait pas de boulangerie française à proximité de son quartier. 3 semaines plus tard, il était revenu d'un déplacement professionnel à Bangkok, avec une boîte de financiers aux amandes, achetée dans une pâtisserie française, qu'il avait cherchée spécifiquement. Il n'en avait pas parlé. Il avait posé la boîte sur la table en disant simplement « Je me suis souvenu ». Le Bun Kun, ce n'est pas des grands discours sur l'amour. Ce n'est pas « je t'aime » répété à n'importe quelle heure de la journée pour remplir les silences. C'est la preuve silencieuse et constante que tu existes dans la mémoire de l'autre. Pas comme un fait abstrait, pas comme ma petite amie dans une catégorie mentale, mais comme une personne singulière dont les détails comptent et se gardent. Mint et Olivier sont encore ensemble aujourd'hui. Je vous dirai comment ils vont à la fin. Mais avant ça, il y a Étienne. Et Étienne représente quelque chose que j'ai du mal à formuler sans que ça semble trop simple, trop évident, mais les choses les plus importantes sont souvent les plus simples, et leur simplicité même fait qu'on les prend pour acquises jusqu'au jour où on réalise qu'elles ne le sont pas du tout. Étienne avait 34 ans. Il venait de Nantes. Il était développeur web et travaillait à distance, ce qui lui donnait une liberté géographique que certains hommes n'arrivent jamais à convertir en quelque chose de valable parce qu'ils se retrouvent à travailler depuis n'importe où sans jamais être vraiment quelque part. Étienne, lui, avait choisi Chiang Mai pour 6 mois avec l'intention d'y être vraiment, pas juste d'y poser son ordinateur. Ce qui définissait Étienne, c'était quelque chose de tellement basique que ça devrait aller de soi, et pourtant ne va pas de soi dans le monde dans lequel on vit, un monde où les notifications ne s'arrêtent jamais, où le téléphone est une extension du bras, où être connecté
est devenu une façon d'être présent partout et nulle part à la fois. Ce quelque chose, chez Étienne, c'était la présence, physiquement là, émotionnellement là. Quand il parlait à Mint, il ne regardait pas son téléphone. Il regardait rarement son téléphone, il ne le regardait pas. Quand elle racontait quelque chose, ses yeux ne dérivaient pas vers la vitre du restaurant ou vers l'écran du bar en arrière-plan ou vers quelque chose d'indéfini au-dessus de son épaule. Il la regardait. Il était là, dans la conversation, dans le moment, dans ce que sa présence créait. Quand elle pleurait, une seule fois, à cause d'une dispute avec sa sœur qui avait ressurgi de façon inattendue un soir, il n'avait pas tout de suite cherché à résoudre le problème. Il n'avait pas dit « voilà ce que tu devrais faire », ni « ça va aller, fais-moi confiance ». Il était resté là, silencieux, la main sur la sienne sur la table, sans rien remplir. Présent. Ça peut sembler dérisoire, écrit comme ça ne l'est pas. Mint m'a confié une chose que je n'ai pas oubliée depuis ce soir-là, assise sur sa terrasse avec nos tasses de thé. J'ai été avec des hommes qui étaient dans la même pièce que moi, mais absents. Ils regardaient leurs notifications pendant qu'on mangeait. Ils vérifiaient leurs messages pendant qu'on se parlait, en levant le doigt pour dire « Attends une seconde ». Ils pensaient à autre chose pendant qu'on se regardait dans les yeux. Je pouvais le voir dans le regard qui part légèrement, qui ne tient pas l'encre. Et c'est une des solitudes les plus étranges du monde. Être avec quelqu'un et se sentir seul quand même. Peut-être même plus seul que si on était vraiment seul. Étienne ne faisait pas ça. Ce n'était pas une performance de présence. Ce n'était pas quelqu'un qui avait décidé de ne pas regarder son téléphone pendant les dîners comme une résolution du nouvel an. C'était sa façon d'être dans le monde. Quand il était avec quelqu'un, il était avec lui. Point. Dans une culture comme la culture thaï, où la présence émotionnelle est une marque de respect profond et réel, où ne pas accorder son attention pleine à l'autre est lu comme un désintérêt, où la qualité de l'attention qu'on porte à quelqu'un dit plus sur ses sentiments que les mots qu'il choisit, cette présence totale d'Étienne était quelque chose de rare et de précieux. Quelque chose que Mint reconnaissait comme précieux parce qu'elle en avait connu l'absence. Ils n'ont pas été ensemble longtemps, quelques mois, le temps de son séjour à Chiang Mai. La distance et les projets professionnels d'Étienne avaient rendu la suite difficile à construire. Mais Mint m'a dit quelque chose de beau à son sujet, quelque chose qui m'a resté longtemps. Avec Étienne, je me sentais vue, vraiment vue, pas admirée de loin comme quelque chose d'exotique, pas observée comme un objet de curiosité, vue. Et ça ne s'oublie pas. Ça reste comme une référence de comment c'est possible. Maintenant, laissez-moi vous dire comment tout ça s'assemble. Pas comme une leçon, mais comme une vérité qui émerge de tout ce que Mint m'a raconté au fil des mois, au fil des soirées sur cette terrasse avec le thé au jasmin et les grillons. Mint, aujourd'hui, est avec Olivier. Ils vivent ensemble à Chiang Mai. Ils ont un chien qui s'appelle Mango, un bâtard roux ramassé devant un 7-Eleven qui avait décidé de les suivre un soir et qui n'est jamais vraiment reparti. Olivier parle thaï correctement maintenant, pas parfaitement, il confond encore parfois les tons, ce qui provoque régulièrement des malentendus légers et des fous rires à table. Mais il parle, il comprend. Il peut avoir une conversation avec la mère de Mint sur la recette du khao soi sans passer par un intermédiaire. Il va tous les dimanches matins au marché, avec la mère de Mint, acheter les légumes et les herbes pour la semaine. Il porte les sacs, la mère lui montre comment choisir la citronnelle, elle doit être ferme et verte et sentir fort, pas molle et pâlie. Il écoute avec ce type d'attention concentrée. Il a appris à faire le khao soi. Pas aussi bien que la mère, ça ne le sera probablement jamais, et il le sait, et il le dit en riant, mais il essaye, et l'effort est réel, et la mère dit que ça viendra, ce qui est sa façon à elle de dire qu'il est accepté. Le père de Mint lui a joué des morceaux de guitare, et Olivier a enregistré les mélodies sur son téléphone parce qu'il voulait les retrouver. Le père l'a vu faire. Il a dit à sa femme « Il garde la musique. En Thaïlande, garder quelque chose, c'est lui donner de la valeur. C'est dire « ça compte ». Ce qui a fonctionné entre Mint et Olivier, ce n'est pas la passion explosive du premier soir. Ce n'est pas un programme de séduction bien exécuté. Ce n'est pas qu'Olivier avait lu des guides sur comment séduire une Thaïlandaise, ces guides qui pullulent sur Internet et qui réduisent des femmes complexes et entières à une liste de clichés managériaux. C'est une accumulation de choses simples et constantes. C'est le Jaiyanien de Julien, cette façon de ne pas s'emballer et de ne pas aggraver les situations, ce cœur frais qui permet à l'autre de respirer aussi. C'est la curiosité de Marc,
cette façon de poser des vraies questions et d'écouter les vraies réponses, de traiter la culture de l'autre comme quelque chose de précieux à apprendre et non comme un décor de voyage. C'est la patience de Thierry, cette compréhension profonde que l'amour ne se force pas, qu'il se laisse venir à son rythme, qu'accélérer ne sert à rien et ralentit souvent tout. C'est la stabilité de Fabrice, cette prévisibilité qui n'est pas de l'ennui mais de la confiance, ce socle sur lequel on peut construire quelque chose de durable parce qu'il ne bougera pas au premier vent. C'est le Sanouk de Nicolas, cette légèreté qui fait que les moments ordinaires deviennent bons, que les erreurs deviennent des anecdotes, que les matins difficiles ne déterminent pas la qualité de la journée. C'est le Boon Kun d'Olivier lui-même, cette mémoire du cœur qui dit « Je n'oublie pas ce que tu fais, je n'oublie pas qui tu es, je te porte en moi-même quand tu n'es pas là. » C'est la présence d'Étienne, ses yeux qui ne dérivaient jamais, ses mains qui restaient, cette façon d'être là totalement qui rendait la solitude impossible, même dans un moment difficile. Et ce refus de Sébastien, ce contre-exemple brutal et nécessaire, de voir une femme entière là où il cherchait une image exotique, a appris à Mint à reconnaître le respect vrai du respect de façade. Ces 8 choses ne sont pas une liste de qualifications à cocher. Ce ne sont pas des critères d'une candidature à remplir avant de pouvoir prétendre plaire à une Thaïlandaise. Ce sont les visages différents de l'amour quand il est fait correctement, avec intention, avec conscience, avec une ouverture réelle à l'autre. Et les Thaïlandaises, avec leur sensibilité particulière, forgée dans une culture qui valorise le soin de l'autre, le Kreng Jai, cette considération constante pour ne pas peser sur l'autre, qui valorise le Jai Yen Yen, le Sanook, le Boon Kun, le Mai Pen Rai, le Wai, comme geste de respect quotidien, les Thaïlandaises sentent tout de suite quand ces choses sont là. Et elles sentent tout de suite quand elles ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont naïves, ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à séduire si on coche les bonnes cases. Ça veut dire qu'elles ont une lecture très fine de l'intention. Et que cette lecture, affûtée par une culture qui met la sensibilité et le respect au centre des relations humaines, est difficile à tromper longtemps. Mint m'a dit une chose un soir, que je veux vous laisser en mémoire. Elle regardait au loin depuis sa terrasse, les lumières de Chiang Mai dans la nuit, le dos de Mango endormi à ses pieds, et elle a dit doucement, comme pour elle-même autant que pour moi, les Thaïlandaises ne cherchent pas quelqu'un de parfait, on cherche quelqu'un de juste. Quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, quelqu'un qui ne fait pas semblant, quelqu'un qui comprend que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son utilité ou à sa rareté, mais à ce qu'elle est. Pas les plus beaux, pas les plus riches, les bons types. La question que vous devez vous poser maintenant, et c'est la vraie question, la seule qui compte au fond, ce n'est pas « lequel de ces 8 types est-ce que je veux être ?» C'est « lequel est-ce que je suis déjà ?» Parce que ces qualités, elles ne s'achètent pas. Elles ne s'apprennent pas en lisant un article de blog ou en suivant un programme de séduction en 5 étapes. Elles viennent de l'intérieur, de la façon dont vous voyez les autres, de la façon dont vous habitez votre propre vie, de la paix que vous avez ou non faite avec vous-même. Si vous êtes calme, pas sans émotion, mais capable de ne pas exploser à la première friction, quelqu'un le sentira immédiatement. Si vous êtes curieux, genuinement curieux, pas curieux pour impressionner, quelqu'un s'ouvrira à vous d'une façon qu'il n'aurait pas cru possible. Si vous êtes patient, pas passif, pas résigné, mais patient comme quelqu'un qui sait que les bonnes choses prennent le temps qu'elles prennent, quelqu'un vous en sera reconnaissant d'une façon profonde. Si vous êtes stable, pas parfait, juste prévisible dans vos valeurs et vos actes, quelqu'un s'appuiera sur vous. Si vous respectez vraiment, sans arrière-pensée exotisante, sans réduire l'autre à sa nationalité ou son origine, quelqu'un vous verra pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous cherchez à paraître. Si vous savez rire, de vous-même, des situations, des malentendus inévitables, quelqu'un rira avec vous, et non malgré vous. Si vous vous souvenez des détails, de la douleur au dos de sa mère, de son allergie au poivre, de l'auteur de son roman préféré, quelqu'un se sentira vu. Et si vous êtes présent, vraiment présent, téléphone dans la poche, yeux dans les yeux, main qui ne cherche pas autre chose, quelqu'un ne sera plus jamais seul à vos côtés. Ça ne garantit rien. L'amour ne garantit jamais rien. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de méthode. Mais il y a une façon d'être dans le monde qui ouvre des portes et une façon d'être dans le monde qui les ferme. Et ce que Mint m'a appris, à travers les hommes qu'elle a rencontrés et ceux qu'elle a aimés, c'est que les portes qui s'ouvrent le plus facilement ne sont pas celles qu'on force, ce sont celles qu'on approche doucement, avec respect, avec curiosité, avec un cœur frais et des mains ouvertes. Olivier est debout dans la cuisine de sa belle-mère le dimanche matin.
Il essaie encore de faire un curry qui n'est pas tout à fait au niveau. Il a un tablier vert ridicule que Mint lui a offert pour son anniversaire parce qu'il avait renversé de la sauce sur sa chemise blanche lors de sa première tentative. Il chante faux sur une chanson thaï qu'il connaît à moitié. Il a les paroles sur son téléphone, mais les tons le trahissent. La mère de Mint rit. Mango est couché sous la table en attendant qu'il tombe quelque chose. Mint boit son café dans l'encadrement de la porte, et elle regarde. C'est ça. C'est vraiment ça. Je suis Stella. J'ai passé des années à observer, à écouter, à essayer de comprendre ce qui se passe quand deux cultures se rencontrent dans l'espace intime d'une relation. Dans cet espace fragile et précieux, où les mots ne suffisent pas, et où tout ce qu'on est en dehors des mots compte autant, sinon plus. Et ce que j'ai appris, c'est que les barrières de langue, de culture, de géographie, elles s'effacent quand deux personnes décident vraiment d'être là pour l'autre. Pas parfaitement, pas sans maladresse et sans malentendu et sans matin difficile. Mais vraiment, avec intention, avec le Jaiyenyen comme boussole intérieure et le Bunkun comme mémoire du cœur. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a parlé. Peut-être que vous avez reconnu quelqu'un dans ces portraits, Julien avec son calme, Marc avec sa curiosité, Thierry avec sa patience, Fabrice avec sa stabilité, Nicolas avec son sanouk, Olivier avec son bunkun, Étienne avec sa présence totale, et dans l'espace entre tous ces hommes, la question du respect vrai. Peut-être que vous vous êtes reconnu vous-même dans l'un d'eux, peut-être que vous avez pensé à une femme que vous connaissez, que vous aimez, ou que vous aimeriez mieux comprendre. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et laissez-moi un commentaire. Quel type pensez-vous être? Et si vous avez une histoire similaire à celle de Mint, que vous soyez l'homme ou la femme de l'histoire, racontez-la moi. J'apprends autant de vous que vous apprenez de moi. À très bientôt. Et comme on dit en Thaïlande, Jai Yen Yen. Gardez le cœur frais.